top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor, hey, on the road, here we go, here we go. Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Le WFC est à Athènes. Nous sommes juste devant le stade Karaiskaki de l'Olympiakos pour un entretien exceptionnel avec monsieur Mathieu Valbuena. Il revient sur toute sa carrière, ses échecs, ses réussites. L'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille et de Lyon s'est livré au WFC et comme on dit en Grèce, Efcharisto. Ça veut dire l'entretien il est super en grec. Mathieu Valbuena, merci beaucoup, vraiment un vrai privilège de t'avoir au micro du WFC. On va revenir sur toute ta carrière. Première question, comment on dit bonjour en grec? Est-ce que tu parles au grec depuis tes années à l'Olympiakos? Non, je ne parle pas le grec, après je sais un petit peu le béaba, on va dire. Kalimera, ça veut dire bonjour. Kalinekta, ça veut dire bonne nuit. Efralisto, ça veut dire merci. Efralistopoli, merci beaucoup. Après, ne me demande pas de formuler une phrase, ça va être compliqué. On va la faire en français, l'interview, voilà. T'inquiète. Première question, elle est toute simple. Tu as célébré il n'y a pas si longtemps que ça tes 700 matchs en carrière professionnelle. Le petit gamin de Blanquefort, si on lui avait dit qu'il ferait 700 matchs de football au niveau pro, comment il aurait réagi? Bah, je pense que ça aurait été impensable, tout simplement. Déjà, c'est une grande fierté de pouvoir faire une carrière comme je l'ai fait, et ça continue encore. Surtout de prendre du plaisir. Très heureux d'avoir une longévité, très heureux de pouvoir faire ce que j'aime le plus au monde, c'est le football. Et c'est vrai que quand tu fais plus de 700 matchs en professionnel, ça prouve que quelque part tu es régulier, que quelque part voilà, je suis un grand professionnel et j'ai toujours été un passionné. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé. Bien sûr, avoir le mental, la grinta pour toujours se surpasser. Et je ne me suis jamais, on va dire, donné de limites. C'était mal parti, mais à force de courage, de caractère, d'abnégation, on peut, on va dire, réussir à faire des choses incroyables. Et c'est vrai que quand tu commences ta carrière à 21 ans, 22 ans, aujourd'hui c'est quand même tard. Et c'est vrai que voilà, j'ai toujours gravi les échelons petit à petit. Je ne me suis jamais fixé de limite. Et voilà, d'atteindre cette barre symbolique, pour moi, c'est vraiment une grande fierté. Alors, bien évidemment, j'y suis arrivé seul, mais il y a eu beaucoup de gens qui m'ont beaucoup accompagné dans ce parcours-là. Bien, je pense bien évidemment à ma famille, à mes parents, à mon père, bien sûr. Et donc, du coup voilà, c'est une grande fierté. On va revenir du coup en quelques points sur ta carrière. En deuxième partie, on parlera du foot, tactique, etc., tes coachs. Parce qu'on t'a rarement entendu sur ces points de jeu. Juste, si je pouvais résumer ta carrière en un mot, si je dis le mot défi, est-ce que tu es d'accord avec moi si je résume ta carrière en parlant de défi, avec un S Oui, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs défis, c'est vrai, mais il peut y avoir plusieurs mots. Il y a eu défi, il y a eu caractère. Je pense qu'il y a eu... je pense qu'on peut définir plusieurs mots sur ma carrière, mais c'est vrai que ça a été un défi parce que j'avais pas le profil pour être un joueur professionnel. Tous les petits, quand ils commencent dans un centre de formation comme je l'ai commencé à Bordeaux, on a tous envie de faire footballeur professionnel, c'est un rêve pour tous les gamins. Mais il y a peu de joueurs qui réussissent. Et du coup, quand tu es évincé à 18 ans au Girondins de Bordeaux, tu as un mental un peu faible. Tu vois tes rêves, on va dire, s'amoindrir. Donc, quelque part, c'est compliqué et surtout de se relever. C'est ça le truc, c'est se relever. Et quelque part, ça a été un gros défi, comme tu l'as dit, de prouver, de montrer que peut-être qu'il m'a fallu d'autres étapes. Et ces étapes, je les ai franchies petit à petit. Peut-être que à ce moment-là, j'avais peut-être pas à 18 ans une morphologie pour le haut niveau, en passant par d'autres étapes du monde amateur. Et petit à petit, dans le monde semi-professionnel et après professionnel, m'ont permis de m'aguerrir. Et donc, quelque part, de faire toute cette carrière-là et puis après de pas
de me fixer des limites, c'est surtout ça. Alors, je me suis bien replongé dans ta carrière pour préparer cette interview. J'ai relu ton livre que tu as sorti il y a une dizaine d'années déjà. Ouais, Rio Mavuba explique dans le livre que tu gagnais tous les tournois. Enfin, que tu gagnais tous les trophées de meilleur joueur des tournois quand tu étais gamin. C'est dans un de ces tournois que Bordeaux te remarque, parce que tu es de la région bordelaise. Et il te remarque, et là, tu intègres ce centre de formation. Tu te rappelles du moment où Bordeaux, justement, va te chercher? C'est un premier déclic déjà dans ta carrière, dit ah bah tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans le foot. Bah oui, c'est vrai que moi je suis né à Blanquefort, dans une commune de Bordeaux, et mon père était entraîneur, donc j'ai été baigné tout de suite dans le football. Et j'ai fait mes premiers plateaux avec Blanquefort, et c'est vrai qu'à l'âge de 8 ans, j'ai été remarqué par les Girondins de Bordeaux. Parce que tu étais au-dessus, tu sentais que tu étais ouais, au-dessus. Et puis en plus j'avais un profil atypique, j'étais bien plus petit que les autres. Le maillot qui dépassait les bras. Voilà, donc j'étais vraiment, la différence, on va dire, de taille, elle était quand même assez importante. Donc dans ces cas-là, c'est où ça passe, où ça casse. Donc, et donc quelque part, je me faisais remarquer comme ça parce que je marquais des buts et j'essayais pour moi de dribbler, d'aller tirer, de marquer. Je voyais que voilà, je prenais du plaisir et c'est là où j'ai été remarqué par les Girondins de Bordeaux. Et puis après, j'ai continué mes classes de 8 ans jusqu'à 18 ans, 10 ans. Voilà, dans le centre de formation des Girondins de Bordeaux. Au centre de formation à Bordeaux, est-ce qu'à un moment tu t'étais cru, entre guillemets, arriver là déjà, tu te dis c'est bon, je suis au centre de formation, le monde pro va vite arriver, si tu étais au-dessus techniquement, ou quand même tu avais cette peur et cette conscience peut-être des limites physiques que tu avais à l'époque pour aller dans le monde professionnel? Oui, après, quand j'étais sur un terrain, je me suis jamais trop posé de questions parce que pour moi, c'était un plaisir. Je jouais un match de football comme si je jouais un 4 contre 4 avec mes copains. La différence, et il y avait des doutes qui étaient, on va dire, sur moi, c'était surtout ma morphologie. Est-ce que je pouvais arriver au haut niveau avec une morphologie comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui avaient une morphologie déjà bien développée, contrairement à moi. Et c'était difficile pour moi. Je me rappelle d'avoir fait un match avec la réserve. C'était avec Garcia, l'entraîneur. Pas Rudy Garcia, mais c'est lui qui était à Lens. Jean-Louis Garcia. Et quelque part, c'était dur pour moi parce que j'avais perdu un ballon, il y avait eu but derrière. Et souvent, quand tu as ta chance direct en CFA, tu es à la porte de l'équipe professionnelle. Donc, ça a été compliqué pour moi. Et c'est vrai que des fois, mon père, après à chaque entraînement, il me disait des fois, tu joues, mais tu veux jouer juste tu joues pour le plaisir, mais tu tombes un peu trop, tu vois, il y en a, ils sont dans la compétition, quoi. Et tu voulais prouver quelque chose? Non, pas prouver quelque chose, mais des fois, je jouais comme si je jouais dans mon jardin voilà, c'était différent. Donc, sans avoir conscience peut-être que le football à 11. Voilà, c'est ça. Donc j'étais là pour jouer. Et bien évidemment, à cet âge-là, le plus important, c'est le plaisir. Mais je me jetais, je faisais des choses qui n'étaient pas bon, quoi. Donc mes premiers matchs que j'avais pu faire avec la réserve n'avaient pas été très très bons non plus. Voilà, la seule chose que j'avais un peu regretté, c'est que le club n'ait pas eu patience par rapport à moi parce que j'avais les qualités, mais c'est comme ça, c'est un mal pour un bien. Et il y a ce jour-là avec Philippe Lucas, entraîneur à Bordeaux, en disant, tu en as beaucoup parlé de ce moment, mais c'est forcément un moment qu'on aborde quand on parle de toi et te convoque dans son bureau. Et là, il te dit que l'aventure est terminée au centre de formation. Tu étais très proche de Rio Mavuba aussi, qui est parti partager et tu te refuges en lui. Et là, c'est ta première grosse déception. Oui, bien sûr. Et là, ton sentiment pour toi, c'est terminé? Ouais, parce que c'est pas fini. Mais ton rêve, il prend un coup. Quoi, alors qu'il n'a pas commencé. Voilà, bien évidemment. Mais parce qu'en fait, tu te focalises sur réussir en tant que le formateur. Et souvent, c'était comme ça, c'était février, mars, on va dire mars-avril. C'était, ça préparait déjà les effectifs de l'année d'après, et c'est là où il prenait les décisions. Et je me rappelle, Philippe Lucas, il était venu me voir, il m'avait dit, bon voilà, contrairement à moi, je voulais que tu restes au club, et
il y a eu une décision unanime que le club ne souhaite pas te garder. Et là, ça a eu un gros choc parce que quand tu as 18 ans, quand tu es un petit peu insouciant et que ton premier rêve, c'est de pouvoir être professionnel. Tu as déjà 18 ans, c'est important. Tu Ouais, as 18 ans. j'ai déjà 18 ans, alors que maintenant, à 18 ans, à 17 ans, on signe pro déjà. Donc moi, c'était pas pour signer pro, c'était pour essayer de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de la réserve, CFA. Et c'est vrai que ça a été une grosse claque, et, parce qu'à un moment donné, il fallait après chercher un boulot, chercher un travail. Le foot, c'était un peu fini pour moi, et c'est vrai que c'était une grosse claque, et je me rappelle parce que la première personne avec qui je l'ai dit, quand je suis rentré au centre de formation, c'était à Rio, et je lui ai montré directement, on va dire, sur mon visage, voilà, c'est fini quoi. Et j'avais été aux toilettes pour pas pleurer devant tout le monde, et j'avais été le voir en lui disant, voilà, c'est mort, c'est fini. Or que lui, déjà, dans ma même génération, des Marwan Chamakh, des Pablo Francia ou des Rio Mavuba, était déjà professionnel. Enfin, déjà été s'entraîner régulièrement avec l'équipe. Donc, ça a été un moment dur, et c'était c'était une étape, enfin, c'était une histoire c'était la fin d'une histoire. Il a fallu que je rebondisse, et c'est là où, qui est important, c'est l'équilibre familial que tu peux avoir. Parce que ton papa, il te lâche pas. Mon papa ne me lâche pas, il me dit il y a deux solutions. Il y a deux solutions. C'est ou alors tu vis correctement du football, et derrière tu continues à jouer au football, mais en tant qu'amateur, et tu trouves un boulot qui puisse te convenir. Ou alors tu te donnes 2-3 ans pour essayer au moins de vivre du football au milieu national, et ce serait le top. Et puis tu vis de ça, et puis après on verra. Et après, donc, il y a Libourne, Voilà. mais tu aurais pu aller au Portugal. C'est vrai, en fait. Au Portugal. En fait, il y a eu d'abord Langon 4-7. Toi, tu voulais aller au Portugal. C'est vrai. Et ton père, c'est vrai. Libourne, ça peut être pas mal quand même. En fait, c'est vrai qu'il y a eu déjà il y a eu Langon ou Langon 4-7. Langon 4-7. C'est vrai que c'était un club où tu te retrouves à des matchs avec des entraînements tous les jours, à des entraînements 2 fois par semaine, plus le match. Déjà, c'est plus pareil, c'est plus la même chose. Et je me suis aussi confronté aussi à ce que c'était vraiment le niveau senior, le niveau où tu joues contre des papas, quoi. Donc, quelque part, ça m'a aguerri. Et quand tu joues à Toulouse-Fontaine, tu joues à Luzenac, tu joues à Carcassonne, c'est pas la même chose, hein. Et donc moi, j'avais un jeu aussi qui était agaçant, donc j'ai pris beaucoup de coups. Ça m'a énormément aguerri, et c'est vrai que j'ai eu un ami à mon père qui avait une opportunité pour que j'aille signer au Portugal. En À Arcos, ça s'appelle, ouais, c'était en national. Voilà, troisième niveau. Et du coup, je pouvais signer un contrat de 2 ans, professionnel, à 1 500 €. Et du coup, ça m'avait plu. Ça m'avait vraiment plu, et j'étais vraiment partant pour ça. Et puis c'est vrai qu'il y a eu Libourne aussi. C'est vrai qu'il y avait une équipe qui s'était aussi entraînée par Jean-Marc Furlan. Et il y avait une réserve aussi qui était en CFA2. Donc on pouvait quand même, je m'entraîner avec la nationale, et c'était un beau projet. Donc du coup, je me suis focalisé sur ce projet-là. Et pour moi, c'était quelque chose d'important, parce que je retrouvais ce que j'avais à Bordeaux, c'est-à-dire des entraînements tous les jours, un parcours, on va dire, pas un parcours, mais des entraînements tous les jours. C'est comme si tu étais professionnel, mais tu étais un semi-professionnel, mais pour moi, c'est ce que j'adorais, m'entraîner tous les jours. Et je me rappelle parce que moi, je faisais un BEP de vente action marchande, et je faisais aussi le bac pro, et je devais rendre un rapport de stage. Et j'avais dit à celle qui, à ma prof, je lui avais dit, écoutez, franchement, aujourd'hui, j'ai pas fait rapport de stage parce que voilà, j'arrête l'école et je me consacre au foot. Elle m'avait dit, mais tu es fou et tout, tu peux pas abandonner comme ça l'école. Et je lui avais dit, écoutez, moi, je vais signer dans un club où j'ai des entraînements tous les jours, je peux pas me consacrer à l'école comme ça. Je sais que c'est très important, mais j'ai qu'une chose en tête, c'est le foot. Et j'ai pas envie de rater cette occasion-là. Je mets tous les atouts de mon côté, et je dois foncer.
T'as bien fait de pas faire ce rapport. Voilà, mais c'est vrai que j'ai foncé et j'ai foncé. Mais il y a eu plusieurs choses aussi où mon père, on a été en désaccord. Et parce que j'ai eu aussi une proposition d'un club comme Biscarrosse. Et moi, j'ai toujours kiffé j'ai toujours voulu être un peu éducateur sportif. Et j'avais une opportunité de boulot, c'est-à-dire jouer, avoir un salaire avec l'équipe première et aussi travailler à la mairie, être éducateur sportif. Et je me rappelle, on était dans la voiture avec mes parents à l'aller et j'ai eu cet entretien-là et j'avais eu cette proposition-là. Et au retour, parce que Biscarrosse et Blanquefort, c'est quand même 3/4 d'heure, 1 heure. Et je lui avais dit, la proposition est bien, mais je refuse. Mon père m'a dit, mais t'es sûr? Parce que c'est une belle proposition. Et puis, pour son fils, 18 ans, on a envie d'un bel avenir. On a envie quand même quelque chose de concret, de sûr. Mon père a toujours aimé le concret et le sûr. Et c'est vrai, j'ai dit, non, je veux pas. C'est bien, mais je veux pas. Il me dit, d'accord, mais par contre, si tu veux pas, mets toutes les chances de ton côté. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Après, il y a eu Libourne. Et puis voilà, Libourne, j'ai remis, on va dire, le pied dans le monde professionnel. Et José Anigo te découvre à Libourne. Il fait plusieurs matchs. Il va te voir plusieurs matchs. Et après, donc, c'est l'OM qui s'offre à toi. Pas compliqué de signer à Marseille quand on est dans une famille biberonnée au Girondins de Bordeaux, quand on connaît, surtout à l'époque. Ouais, bien sûr. Toujours la rivalité entre les deux. Ben, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté ma première année à Libourne où j'ai fait quelques apparitions nationales, mais j'ai continué quand même à jouer en réserve parce que ce qui était bien quand même avec Libourne, c'est que ta première équipe elle est en nationale, ta deuxième elle est en CFA2, ce qui est pas mal. Et c'est vrai que j'avais joué ce match, je me rappelle très bien, contre Monaco en 6e de finale de Coupe de France, à la grosse équipe de Monaco, où l'entraîneur était Didier Deschamps. Et on avait perdu 4-2, où c'était la grosse équipe de Monaco, avec Flavio Roma dans les buts, tu avais les Chevanton, les Calonne devant, il y avait qui aussi? Il y avait beaucoup de joueurs, Patrice Evra à gauche. Et du coup, j'étais rentré sur ce match, j'avais mis un petit peu le feu, et je me suis dit, je peux avoir le niveau, quoi. Donc petit à petit, et je me suis jamais fixé de limite, et c'est vrai que ça, c'était ma première année avec Menot, l'entraîneur. Et ma deuxième saison, Didier Tolo est arrivé, et il a voulu que je sois sa pièce maîtresse. En étant on parlera de Didier Tolo qui t'a repositionné. Oui, parce que le football aussi, c'est aussi du travail, c'est de la négation, mais il y a beaucoup de facteurs chance aussi. Il faut de la chance au bon moment, quelqu'un qui croit en vous. Et ce qui s'est passé, parce que Didier Tolo a mis tout en œuvre pour que l'équipe tourne autour de moi, et c'est vrai qu'il m'a mis en pièce maîtresse en numéro 10, et je me suis énormément épanoui. Et c'est vrai, quand j'ai su un petit peu par mon agent qui était à l'époque Christophe Hutto, qu'il y avait des équipes qui venaient me voir, mais ça ne m'a jamais perturbé. Et c'est vrai que j'avais pu rencontrer 1 ou 2 fois José Anigo, qui était venu me voir. Moi, je ne le voyais qu'à la télé. Et quand on m'a dit qu'il y avait Marseille qui était intéressé par moi, j'ai eu du mal vraiment à le croire. Et du coup, après, tu signes à l'OM. Tu as des bons souvenirs de cette journée-là, ta signature du contrat, soit ton arrivée à Marseille, jusqu'à aller à la commanderie, passer ce grand portail? Il y a eu déjà beaucoup de réflexions avant de rejoindre Marseille, parce que quand tu es un jeune joueur, j'ai eu plusieurs propositions. Il y a Rennes aussi. J'ai eu Rennes, où j'ai rencontré Pierre Drey aussi sur Paris. C'est vrai que quand j'en ai parlé à mon père, il était fan que j'aille à Rennes. Il m'avait dit, franchement, Rennes, ça peut être quelque chose de sympa. Ils sortent beaucoup de jeunes. Tu auras plus cette possibilité plus de jouer à Rennes qu'à Marseille. Et c'est vrai que Marseille, où il y a beaucoup de stars, c'est très difficile d'y arriver. Et moi, je lui dis, quand tu es à Marseille, tu es à Marseille. Pourquoi passer par la case Rennes, or que tu peux aller directement à Marseille? Et pour moi, Marseille, c'était le gros challenge, la difficulté, la passion, mais le gros challenge. Le gros challenge. Et je suis parti comme ça, et j'ai dit, je pense que quand tu es à Marseille une fois,
tu ne peux pas refuser. Et te confronter à des grosses personnalités dans un vestiaire, te confronter à une ferveur indescriptible, te confronter à une histoire incroyable qu'a ce club, tu ne peux pas refuser. Et j'ai toujours aimé ce challenge-là, cette difficulté qui se confronte devant moi. Et mon père n'était pas très rassuré, et c'est vrai que j'ai dit « Désolé de te décevoir, Mais je pars à Marseille. mais là par contre, je serai en désaccord avec toi, c'est pas grave, mais je vais à Marseille. » Et je suis parti à Marseille. Je suis parti à Marseille, et c'est vrai que j'étais très anxieux parce que j'ai toujours suivi le football. Bien évidemment, en tant que Bordelais, on n'appréciait pas trop les Marseillais, je te l'avoue, parce que j'ai déjà été ramasseur de balles quand Marseille venait. On nous en parlait 2 semaines avant. On n'aime pas du tout les Marseillais à Bordeaux. Tu arrives, donc c'est quoi, à l'aéroport, on t'amène à la commanderie, bon, Non, l'accueil, il n'y a pas un accueil de fou. Je suis arrivé en voiture, déjà je suis arrivé en voiture, je suis arrivé à l'aéroport, parce que Bordeaux... Pas d'escorte, quoi. Bordeaux, non, alors là, vraiment quelqu'un de lambda. Hein. Et c'est vrai que je suis arrivé, pour moi j'avais les yeux qui pétillaient, pour moi j'étais dans un rêve. Et puis je rencontre M. Anigo et M. Pape Diouf quand je signe mon contrat. Et c'est vrai que pour un tout, hein, sur un tout, c'est signer ton premier contrat pro, c'est pour moi, tu dis, tu as réussi ton rêve, c'était ton rêve, voilà, tu y es, tu l'as fait, tu as tout fait pour. Mais sur le moment, je me suis dit, attends mon petit, le plus dur commence. Je ne me suis jamais dit ça. Parce que je sais pas je sais où je mets les pieds, mais pas à ce point. J'ai eu cette phrase de Pape Diouf qui m'a marqué, hein, je l'ai toujours dit, je l'ai même dit, je pense, dans mon livre, ça m'aura toujours marqué. Il m'avait dit, petit, tu sais, quand tu fais une année ici, c'est comme si tu en fais 10 ailleurs. Ouais, je le regarde, je pense que c'est rentré là, et tu vois, j'ai eu un bug, je me suis dit, mais je sais pas, il est fou. J'ai dit, bon, voilà, c'est... Pour moi, je n'étais pas conscient, je savais que c'était un club, mais après, quand tu y vis au quotidien, quand tu fais tes entraînements, quand tu vois la ferveur autour, tu prends conscience après des choses. Mais quand tu es jeune comme ça, à 21 ans, tu es insouciant. Et c'est vrai que voilà, je ne m'attendais pas à ce que derrière, ça soit aussi compliqué. Et puis après, il faut... toutes les choses qui existent dans ce milieu, c'est la jungle. Donc, et surtout quand j'arrive dans un vestiaire où il y a autant de personnalités comme celle-là, des stars. C'est incroyable. Nasri, Cissé. Ouais, il y a eu des Ribéry, Nasri, Cissé, des Bolo Zenden, des Lorixana, des Abibey, des Taofilou Maoulida, donc Fiorez qui était écarté. Enfin bon, c'est incroyable, c'est incroyable. Tout le monde sait que ton intégration a été très compliquée Bien sûr. à l'OM. Est-ce que ton premier déclic, peut-être que alors, les Marseillais ne l'ont pas oublié, ce but, mais peut-être le grand public si, c'est sur ta première année, ce but à Saint-Etienne? Oui, après c'est vrai que... Qui qualifie l'OM en Champions League. Déjà, j'attendais mes premières apparitions. J'attendais ma première apparition et elle s'est faite au Vélodrome contre Valenciennes. Et c'est vrai que tu te dis, ton premier ballon que tu touches, ça fait quelque chose, quoi. Tu te dis, tu n'as jamais joué devant 50, 60 000 personnes. Là, le plus que tu as joué, c'est peut-être 7 000 personnes. En Coupe de France, c'était contre Monaco, comme je t'ai parlé tout à l'heure. Tu dis, là, 50, 60 000 qui me regardent. Et puis, je me rappelle, on avait joué contre Valenciennes, j'ai fait une bonne rentrée et tout ça. Et pour moi, voilà, de porter cette tunique-là et de te dire, voilà, tu as fait ton premier pas en professionnel au Vélodrome. Déjà que c'était un moment que j'attendais. Après, c'est vrai que on est toujours un peu impatient à cet âge-là. Et ça n'a pas été pas ma faiblesse, parce que je pense que... Mais j'étais souvent impatient quand j'étais jeune et j'ai toujours tout voulu tout de suite. Mais bon, des fois, comme on dit, la patience, c'est une vertu. Et c'est vrai que j'étais impatient de pouvoir un peu plus jouer, mais je savais très bien que ma première année, ça allait être compliqué. Et je le sais très bien, quand tu viens du national,
entre guillemets, tu n'es pas autant respecté, que tu n'arrives pas avec un statut. Donc souvent, j'allais jouer en réserve, avec la CFA2. Et quand tu vas jouer à Borgo, quand tu vas jouer, c'est compliqué. Donc quand tu sais très bien quand les pros ils redescendent, hop, des taquets. Donc je me suis dit, je reviens dans mes époques Libourne, ou même des fois CFA2 avec Langon, où c'est compliqué, quoi. Et j'ai toujours travaillé, bossé, et c'est vrai que ce but-là m'a énormément délivré, parce qu'en plus, au-delà que ce ne soit pas un but lambda, c'est un but qui compte pour le club, pour moi et pour le club, parce que c'est l'avant-dernière journée, et ce but-là, je me rappelle, je remplace Franck Ribéry, et je marque ce but sur une très belle action, et c'est Mika. Pour Pagis. Pagis, c'est Mika qui me la décale. Et je me retrouve devant le but comme ça. J'ai dit, il ne faut pas la louper. Et quand j'ai marqué, voilà, j'avais une réaction incroyable. Et je me suis tourné direct vers les supporters. Et ça a été un moment magnifique parce que c'était tout un symbole, quoi. Tu dis, après ce but-là, tu vas voir Mamadou Niang et tu lui dis les gars, vous avez quoi contre moi? Et il te dit ouais, mais c'est toi, tu viens pas vers nous, etc. Tu as pris conscience de certaines choses à ce moment-là? C'est vrai parce que je faisais chier beaucoup de monde à l'entraînement. Je les rendais fous. Sur le terrain? Ouais. Parce que j'ai un jeu agaçant, des fois je pouvais la donner, je la donnais pas, j'attendais. C'est vrai que j'avais pas le jeu épuré que. Je parle pas que de maintenant, mais que j'ai eu après. La maturité est arrivée après, j'avais des qualités. Et c'est vrai que je prenais beaucoup de coups, des fois j'aurais pu peut-être les éviter. Et c'est vrai qu'on m'a fait énormément de blagues, qui des fois peut-être à mon goût étaient des fois limites. Donc, et c'est vrai que après ce match-là, quand j'ai marqué ce but-là, tu sais, les gens après, tu forces le respect quand tu prouves sur le terrain. Ça, c'est indéniable, c'est comme ça, c'est le milieu qui veut ça. Et j'avais dit, je me rappelle, parce que j'avais fait une soirée après avec Mamad, et j'avais dit, mais qu'est-ce que vous avez contre moi et tout ça. Il me dit, ouais, mais des fois tu viens pas assez vers nous. Et j'ai pris énormément de conseils de Mamad, que j'ai toujours au téléphone, et on se rappelle ses bons souvenirs. Mais voilà, c'est des choses que des fois j'aurais pu un petit peu évoluer. C'est vrai que quand tu arrives des fois de national, tu viens pas avec des lunettes quand il pleut, tu vois. Tu vois, c'est des petites choses où moi, si je verrais quelqu'un comme ça, un joueur comme ça, je me dis, mais il se prend pour qui, lui? Or, s'il n'y avait aucune méchanceté, ou quand je marchais, je roulais un peu les mécaniques, mais tu me vois marcher aujourd'hui, c'est la même chose, alors que tu sais que je ne suis pas comme ça, quoi. Mais quand tu ne connais pas les gens, tu te dis, et c'est vrai que j'ai pris énormément sur moi, et quand je rentrais, j'essayais de réfléchir un petit peu à tout ce qu'on me disait. Et après, pour moi, quand j'étais sur le terrain, je faisais abstraction de tout ça et je jouais mon football. Et même après ce but, tes valises pour Lorient sont prêtes. Tu aurais pu quitter l'OM, ouais, c'est vrai. Mais malgré à la fin de cette première saison. Oui, parce qu'avec Albert Raymond, je ne jouais pas beaucoup et je savais très bien qu'il faisait sa deuxième saison. Ils veulent te prêter. Et voilà, et c'est vrai que le club était prêt à me prêter. Et à un moment donné, quand tu as 21, 22, 23, il faut jouer, parce que tu ne peux pas perdre ton temps. Et c'est vrai que j'étais pas très fan. J'ai eu cette proposition de Lorient, et j'ai dit non, franchement, j'avais dit à José, excuse-moi, mais je vais tout faire pour réussir ici. Je sais que je pars de loin. Mais je lui avais dit, mais croyez-moi que je ne suis pas là pour juste marquer un but, qualifier l'équipe. Mais moi, j'ai envie de jouer et j'ai envie de réussir dans ce club-là parce que c'est ma mentalité. C'est ma mentalité. Et quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'atteindre et pour l'avoir. Et on part de chance, c'est aussi que c'est comme ça. C'est le malheur des uns, peut-être fait les bonheurs des autres. Et c'est vrai qu'on est 19e. Et Albert Raymond se fait évincer du club et ils prennent Eric Guéretz. Et cette histoire a commencé avec Eric Guéretz. C'est pour ça que ça a été c'est aussi des parts de chance, c'est saisir la chance aussi, parce que c'est bien beau d'avoir de la chance, mais il faut la saisir. On connaît toute l'importance qu'a eu Eric Guéretz. Pourtant, on en parlera beaucoup dans la deuxième partie. Je vais sauter un peu de petite période dans ton histoire, parce que
Guéret, il reste oui, 2 ans. On parlera tout ça tout à l'heure. Le départ d'Éric Guéret, déjà si tu peux nous raconter un peu comment vous l'avez appris, etc. Toi personnellement, parce qu'il y avait une vraie relation avec, avec lui, mais tu t'es pas dit à ce moment-là quand il part, putain, j'ai pas de chance en fait. Là j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé un équilibre, quelqu'un qui me fait confiance, et il s'en va. Au moment où tout commence. Je me suis pas dit ça, mais j'étais très déçu. Très déçu parce que Pas de lui, de la situation. j'étais très déçu de la situation parce que je sais que les relations avec, avec Pape, c'était un petit peu tendu. Et puis Eric Guéret, ça a été un père pour nous tous, encore plus pour moi, parce que même s'il ne me loupait pas quand j'étais pas bon. Et, mais c'est vrai que son départ nous a un petit peu affectés parce que, vous savez, quand vous marquez des buts et que tout le monde se jette sur son entraîneur, c'est que ça ne trompe pas. Et je me rappelle Taïwo, quand il marquait ses buts, il allait le voir. Et pas que lui. Et c'est vrai que ça nous avait un petit peu affectés. Mais on s'est dit, c'est le football, c'est comme ça, on est à Marseille. Et c'est vrai que je ne me suis pas dit ça, mais je sais très bien que j'avais franchi quand même un palier avec lui. Parce que il avait été proche de moi, j'avais fait deux très belles saisons. Et je m'étais installé. Donc j'avais confiance en mes qualités. Je me suis dit, le prochain entraîneur qui viendra, et puis je serai là aussi, je serai présent et je ferai tout pour être titulaire. Mais je pense que je me suis un petit peu, à ce moment-là, un peu reposé sur mes lauriers, parce que j'étais un titulaire indiscutable. Et c'est vrai que après, quand Didier est arrivé, c'était un peu plus compliqué. J'ai une petite vidéo pour toi, je t'ai fait écouter. Salut l'ami, j'espère que tu vas bien, ainsi que la petite famille. J'aurais une petite question. C'est vrai que beaucoup de gens me posent la question tout le temps. Pourquoi on l'appelle Petit Vélo et qui a commencé à l'appeler Petit Vélo? Et je n'ai pas la réponse. Moi j'oublie, mais c'est vrai que des fois je me retrouve coincé. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire qui t'a appelé Petit Vélo et surtout pourquoi? Parce que c'est vrai que même moi ça m'intrigue. Et ça pourrait m'aider forcément à répondre dans le futur. Voilà. Bon, j'espère que tu vas bien. Prends soin de toi. Ok, on se voit bientôt, la mif. Je t'embrasse. Ronald Zubar. Ouais, Ronald. Ronald Zubar. Ronald, c'était quelqu'un déjà de très important pour moi parce qu'il a été, on va dire, mon avocat sur beaucoup de choses. Et puis il m'a toujours défendu, on a toujours été proches. Lui, il est déjà avec l'expérience quand il est arrivé. C'est vrai qu'on a été tout de suite. C'est difficile de se faire vraiment des amis dans le football et surtout de garder contact parce que souvent les gens viennent, partent. Et donc ça a été vraiment quelqu'un de très important. Pour répondre à sa question, Oui, on le connaît, ce surnom de Petit Vélo, Petit ça Vélo. a toujours été. Je vais te dire qui c'est qui me l'a dit. C'est Modeste Mbami qui a trouvé ce surnom-là. Et pour t'expliquer pourquoi, parce que pour lui, déjà, je faisais un entraînement, c'était difficile un petit peu de m'arrêter. Et comme j'étais petit, avec mes petites jambes comme ça, et il me disait petit vélo, et c'est un petit mais vélo, et il va vite, quoi. Il mouline, quoi. Il mouline, et c'est difficile. Et il m'a toujours appelé comme ça. Après, c'est vrai que c'était sous l'époque aussi de Guéret. Et voilà, c'était Modeste Mbami qui m'avait surnommé comme ça. Donc au moins, Ronald, tu sauras que c'est Modeste qui m'a dit ce surnom. Et donc tu en parlais, Didier Deschamps le remplace. Tu as commis des erreurs avec Didier Deschamps à l'OM? Est-ce que tu penses que tu as commis des erreurs avec lui? Parce que je crois que tu avais raconté que, par exemple, la première fois que tu le rencontres, comme tu disais tout à l'heure, Avec les lunettes. il y a les lunettes de soleil. Ouais. Il te dit, excuse-moi, non, Ouais. ça passe pas comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Bien sûr, j'en ai commis. Je pense que lui aussi, il en a commis. Mais on en a commis à deux. Je pense que ça faisait vraiment 2 ans que j'étais titulaire. Bon, tu fais 2 ans déjà dans une carrière, encore à l'OM, mais c'est pas une fin en soi. Il faut toujours se remettre en question quand il y a un nouveau coach. Et peut-être qu'il y a aussi dû laisser aller aussi de ma part. Mais c'est vrai que quand tu as un nouvel entraîneur qui arrive et qu'on voit qu'il ne compte pas trop sur toi, et quand tu dis la première fois, tu lui dis bonjour et tu veux lui serrer la main, tu lui enlèves pas tes lunettes, bon, c'est moyen. Et il m'avait fait la remarque.
Je pense que déjà, elle avait des a priori un peu sur moi. Et puis derrière, voilà, c'est le genre de comportement que j'avais eu. C'était un peu déplacé un peu de ma part. J'ai eu aussi à un moment donné, la veille d'un match où normalement tu arrives, on va dire, en survêtement de l'Olympique de Marseille, en survêtement pour la mise au vert. Moi, j'arrive en legging parce que je sens que je ne vais pas être dans le groupe. Bah, je m'y suis mis tout seul, quoi. Donc, mais par contre, sur le terrain, j'ai jamais triché. Ça, il pourra. Sur le terrain, des fois, il m'a aligné arrière droit pour faire opposition pour l'équipe type. J'ai jamais rien dit, j'ai toujours bossé. J'étais frustré, j'étais énervé quand tu passes 2 ans incroyables avec Guéret Guéret, c'est que tu arrives, tu n'es pas dans les plans. Et là aussi, première partie de saison très compliquée de notre part. Jusqu'à la trêve. Voilà, jusqu'à la trêve. On joue notre dernier match et il nous avait dit, je me rappelle très bien de la causerie, c'était comme si c'était hier. Déjà, nous avait dit, bon, j'espère que vous n'avez pas vous n'avez pas trop pensé au cadeau de Noël juste avant le dernier match parce que c'est un match très important. Bon, on perd 2-0 chez nous contre Auxerre et c'était très compliqué. Et j'ai eu une grosse discussion avec lui en stage en Espagne. Peralada. Et où on a mis les choses carte sur table, ce qu'il me reprochait, moi ce que je lui reprochais. Et on est parti sur des bonnes bases. Il a vu que je n'ai jamais triché, que j'ai pas eu toujours le comportement qui était adéquat. Mais lui, je pense aussi, il a eu des avis aussi un peu négatifs sur moi avant tout de même de voir certaines choses. Donc je pense que pour lui, j'étais incapable d'avoir le volume de jeu pour évoluer dans son système à lui. Ce qui m'avait un petit peu étonné, sachant que j'étais quand même quelqu'un d'important sur les 2 dernières saisons avec Eric Guéret. Et donc du coup, ce stage nous a soudés. Et c'est vrai qu'il a sorti un peu du placard Hatem Ben Arfa et moi. Et du coup, en plus, mon premier match que je fais, c'est contre Treissac. Les premiers matchs de Coupe de France en janvier, là, c'est compliqué. Et je fais un super match. Et derrière, après, je ne bouge plus de l'équipe. Et je me rappelle parce qu'on avait 10 points de retard sur Bordeaux. Bordeaux qui s'effondre. Bordeaux qui s'effondre. Il s'effondre surtout quand on gagne la Coupe de la Ligue. C'est ça, parce que ça fait Coupe de la Ligue et Coupe de la Ligue et championnat. Donc, et c'est parti comme ça, avec Didier. On est parti sur des malentendus incroyables. Et pour qu'après, derrière, ça se passe. J'aurais jamais pu penser que de décembre à mai, je passe d'un mec qu'on ne calcule même plus dans l'équipe première à faire une Coupe du Monde. Et oui, mais juste avant c'est incroyable quand même. Juste avant la Coupe du Monde. Le foot va vite. Hein. Ça va très vite. Juste avant la Coupe du Monde, donc tu l'as dit, Coupe de la Ligue. Là aussi, donc but en finale. Championnat de France, presque passe décisive pour Mamadou Niang contre je me rappelle presque cette action. avec Laurent Bonnard sur le côté. Ouais. Un moment de cette saison, Coupe de la Ligue ou Championnat de France, si tu devais le retenir de cette saison, tu parles beaucoup de Rennes parce que c'est un moment exceptionnel. Mais Rennes parce que c'est le match qui nous donne le titre de champion. C'est vrai que ça nous a galvanisé le fait de gagner la Coupe de la Ligue contre le Grand Bordeaux, parce que c'était quand même un Bordeaux qui était assez costaud. Et qui avait piqué le titre à l'OM, enfin piqué, qui a été meilleur que l'OM sur la fin. Quoi, qui était quand même une sacrée équipe. Et l'OM n'avait plus gagné un titre depuis 20 ans, je crois. 93. Voilà. Donc c'était quand même quelque chose d'incroyable. On a célébré la Coupe de la Ligue comme si on avait célébré un truc incroyable. Et c'est vrai que quand on a célébré ça, on a dit mais il faut le doubler, quoi. Et puis ça nous a galvanisés, on était intouchables. Après, tu sais très bien que dans une saison, quand tu es champion, il y a des choses qui sont pour toi. Il y a des signes qui ne trompent pas. Que Lens, tu joues à Sochaux, Boulogne-sur-Mer. Et c'est fini, le match il est terminé. Taïwo il fait une tête de 20 mètres, le ballon il atterrit là, penalty pour nous, on marque à la dernière minute. Pareil contre Sochaux à la dernière minute. Et puis après on a ce match contre Rennes où on marque. Qu'est-ce qu'il dit dans le vestiaire? Parce qu'Auxerre, Lyon fait le taf contre Auxerre avant. Vous entrez sur la pelouse, enfin dans le vestiaire, vous arrivez au stade, vous savez que
une victoire et c'est le titre. Tu as des souvenirs avant le match? Nous, on s'était dit, ben voilà, on joue chez nous, le match est plein, le stade est plein, pardon. Et puis derrière, on doit faire le taf, quoi. Et c'est vrai qu'on marque, Heinze qui marque sur coup franc, et on se fait égaliser par Briand, je crois. Brillant, ouais. Et puis derrière, voilà, on pousse. Et je me rappelle ce match parce que pour moi, c'était une des plus belles ambiances qu'il y a eu au stade Vélodrome. C'était impressionnant. Alors, j'imagine même pas quand il est fermé aujourd'hui, parce que d'un coup, il était ouvert. Mais ça faisait énormément de bruit. Et je me rappelle cette action là où Bonnard déborde et je me retrouve avec le ballon dans les pieds. Je sens un silence. Et puis derrière, qu'on te pousse, quoi. Et je me rappelle, je frappe, Costil, il repousse, et c'est Mamad. Mais... T'aurais aimé le marquer, ce but? Ouais, bien sûr, mais après, ça a été une joie incroyable. Et un bruit, une folie, j'ai l'impression que le stade est soulevé, quoi. Et puis après, on fait l'action, boum, boum, encore, but de Lucho. Et des fois, je le vois sur mon téléphone, ils remettent des matchs comme ça, et c'était, je le regarde, ça me donne des frissons, quoi. C'est comme si c'était hier. Si tu devais faire le top 10 des joueurs de l'OM dans les années 2000, objectivement, est-ce que tu te mets dedans? Bah, pour moi, Steve Mandanda, c'est une icône, Bien sûr. tout ce qu'il a fait. Je me rappelle dans les circonstances où il est venu, avec la blessure de Cédric Carasso, c'était un truc incroyable. J'ai eu Mamadou Niang. Mamadou Niang était vraiment un super joueur. Super joueur, ce qui démontrait en tant que capitaine et sa faculté à faire des 1 contre 1. Souvent, on met en cause parce que j'étais à Lyon, mais si on enlève cette Lyon, et ce que je ne regrette pas du tout. Je mets vraiment les réalisations à l'OM, moi. Voilà. Quand tu fais déjà... J'ai fait 331 matchs. Je pense qu'à un moment donné, tu ne fais pas 331 matchs à l'OM comme ça. C'est pas possible. C'est que ça a prouvé que tu as eu le niveau dans pour moi, le plus grand club français. Et tu as montré que tu as été régulier, tu as été performant. Et puis tu as assumé la pression. Parce que quelque part, on a eu des moments chauds aussi. Mais voilà, tu as gagné des choses. Et puis surtout, tu as aussi fait des très belles choses aussi en Coupe d'Europe. C'est ça aussi. Et c'est ce que Marseille aujourd'hui, ce qu'ils veulent. C'est vibrer dans des épopées européennes. Ils l'ont vécu en 93. On rappelle toujours ce but derrière la jambe de Drogba. C'était en Coupe d'Europe. C'était contre Newcastle. C'est ça. Et donc, ça marque. C'est des effets marquants dans le club et surtout dans un club autant comme l'OM, mais c'est partout dans tous les clubs, ce qu'on retient, c'est ce que tu as fait, ce que tu as gagné, ce que tu as fait, ce que tu as apporté pour le club. Et je pense que j'ai beaucoup apporté, je pense que j'ai jamais triché, et j'ai toujours été professionnel et j'ai tout donné. Donc tu te mets dans le top 10? Ouais, je pense que je peux être dans le top 10. Je ne vais pas te dire dans quelle position, mais je pense que oui, j'ai été quelqu'un d'important. Après, c'est vrai qu'on minimise parce que souvent j'ai eu ce retour à Lyon et qu'il y en a, ils n'ont toujours pas accepté. Chose que je suis venu encore m'expliquer parce que j'ai des très bonnes relations avec les supporters. J'ai été aux Dodgers en mai dernier et j'ai été accueilli par les groupes de supporters. C'était très bien, mais j'ai dû m'expliquer encore. Et je pourrais jamais dire quelque chose de mal sur l'OM. Alors bien sûr, je travaille aujourd'hui dans une radio où je suis obligé d'être honnête et d'être sincère et de ne pas faire de langue de bois. Donc autrement, ça ne sert à rien. Mais c'est un club qui m'aura marqué et que ça sera toujours le club de mon cœur et j'aurais jamais pu imaginer ça parce que je suis bordelais, je n'aimais pas Marseille avant, et je l'ai toujours dit. Et ils m'ont tout donné. Je leur ai tout donné, mais ils m'ont tout donné aussi. Donc ça, je pourrais jamais, parce que j'aurais jamais été international sans eux. Parce que si tu vas à Rennes, peut-être que tu es bon à Rennes, mais peut-être pas tu vas directement en équipe de France, avec tout le respect que j'ai pour Rennes. Donc Marseille, c'est tout de suite vu, il y a tout de suite de la visibilité. Et c'est vrai que j'ai vécu des choses extraordinaires, parce que je peux dire
je peux avoir la prétention de dire, comme d'autres joueurs qui étaient à mon époque, de dire que ce que tu gagnes, ce que tu vis, c'est ça que tu retiens. C'est ça que tu retiens dans une carrière, ce que tu as vécu, ce que tu as gagné, et comment tu l'as gagné, et surtout ce que tu as vécu, parce qu'aujourd'hui, quand tu fais du football, c'est les émotions. Pour moi, en tout cas, c'est ce que tu vis et ce que ça te procure comme émotion. Et je l'ai vécu parce que j'ai vécu le Vieux-Port, incroyable. Et tu peux dire ce que tu veux, et ça pour moi, ça n'a pas de prix. Tu quittes le Mans en 2014, tu pars en Russie. Tu reviens en France un an plus tard, à Lyon. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. C'est Aulas qui te contacte, qui t'écrit, parce qu'il y a une situation à Moscou où il n'y a plus de Coupe d'Europe, je crois, vous ne pouvez plus jouer en Coupe d'Europe. Il sent le coup arriver, il te fait quelques messages. Mais c'est vrai que ma première année, elle a été super bien, elle a été top, je me suis régalé. Et c'est vrai que l'entraîneur qui était Cherchesov, qui était l'entraîneur aussi de la National Team en Russie, part. Et c'est lui qui m'a fait venir, donc c'était quelque chose d'important. Et ils avaient l'obligation de faire jouer beaucoup de locaux. Et donc, moi, en tant que joueur, et je ne pouvais plus me permettre aussi de ne plus jouer, même si je jouais encore un petit peu. Et beaucoup d'étrangers ne jouaient plus. Et pour moi, pour l'équipe de France aussi, c'était quelque chose d'important, parce qu'il ne faut pas oublier que, même en étant en Russie, quand même, j'ai toujours été sélectionné en équipe de France. Et pour moi, je ne pouvais pas me permettre d'avoir un temps de jeu diminué. Et c'est vrai que j'avais eu ce souhait de vouloir de revenir à Marseille. Mais on m'avait fait comprendre que c'était compliqué, que même le prêt, c'était pas possible. Et un retour, c'était aussi compliqué. Donc c'est vrai que j'ai eu cette opportunité-là de Lyon, parce que Jean-Michel Aulas m'a envoyé un message en me disant que j'avais un super projet, ils avaient la Ligue des Champions. Et il te veut, quoi. Et que c'était important, j'ai toujours les messages. Donc c'est vrai que... Ils sont pas archivés. Voilà, ils sont archivés. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu ça. Et ma première réflexion était, non, mais c'est compliqué, j'étais à Marseille et tout ça. Comment... Tu penses tout de suite à ça? Ouais, tout de suite. Ah ouais, non, tout de suite. Et c'est vrai que ça a été un moment où il y a eu beaucoup de réflexions. J'étais vraiment très anxieux parce que c'était une décision importante pour mon avenir aussi en équipe de France. Je ne pouvais pas me permettre de ne plus trop jouer, d'être resté en Russie. On était déjà vers la fin du mercato, on était en mi-août. C'était compliqué. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de moments de réflexion. Je faisais le pour, le contre. Bon, c'est quand même Lyon, il y avait un projet sportif, il y avait un beau contrat aussi, mais il y avait aussi une Ligue des Champions. Et voilà, j'ai sondé un petit peu ma famille, j'ai sondé un petit peu les gens autour de moi. Et j'avais cette solution-là et j'ai foncé. Je savais à quel prix j'allais prendre cher. Mais j'ai foncé parce que je fais quoi? Je fais quoi? Je reste en Russie pour les beaux yeux de tous les Marseillais. Sachant que si je ne joue pas là-bas en Russie, l'équipe de France, ça allait être compliqué. Il y a l'Euro 2016 qui arrive. C'est compliqué. Donc, et c'est vrai que... et c'est aucun regret, parce qu'il n'y a aucun regret. Après, c'est vrai que dans l'histoire, au début, quand je signe à Lyon, tout Marseille me déteste et tous les Lyonnais, ils n'ont pas envie que je vienne. C'est ce que j'ai te posé. Donc, il n'y a rien pour moi. Il y a des mecs qui te disent, dans le club, qui disent, toi, je t'aime pas, tu as joué à Marseille. Des bad guns, j'étais pas le bienvenu. Et au club, des joueurs Des joueurs, je les ai fait chier pendant des années. Tu vois, j'étais agaçant comme joueur, il faut le dire. Donc, c'est vrai que je ne dis pas que je suis venu et ils ne m'ont pas adressé la parole, pas du tout. Parce que franchement, j'ai gardé des super bons contacts, j'ai toujours en contact avec tout le monde, ça se passe super bien. Mais bon, voilà, quand tu arrives un peu avec l'étiquette du Marseillais, c'est pas tout rose, quoi. Et c'est vrai que en tant que supporter, les supporters des Bad Guns et tout ça, j'étais pas. Il y avait un supporter qui m'avait dit franchement, nous on n'est pas pour ta venue, mais on respecte, mais on n'est pas pour ta venue.
Donc voilà, je savais que je devais m'en tirer que tout seul et au final, c'était compliqué. C'est Gonalon aussi qui disait moi Valbuena je pouvais pas le voir et finalement Oui, c'est parce devenu qu'après on a gardé, et tu sais, après tu as le joueur et après tu as le vestiaire. Tu as le vestiaire, le joueur. Et il me dit, ben, franchement, maintenant, je préfère tellement, je comprends, mais je préfère tellement t'avoir avec moi que contre moi. Et il me dit, mais franchement, honnêtement, je ne pouvais pas te voir en peinture et tout ça. Et il me dit, mais maintenant, je te kiffe. Donc, c'était des mots gentils. Puis Max, c'est un très bon mec et on s'est régulièrement par message. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a ce fameux match retour au Vélodrome avec la potence, on connaît avec ta marionnette dans les tribunes. Pour petite anecdote, je suis juste en dessous. Mais vraiment, j'étais pas au courant. D'accord, ok. Mais je suis juste en dessous. Est-ce que toi tu la vois? Tu la vois après? Ouais, je la vois après moi. Tu la vois après? Je la vois après, ouais. D'accord. T'as hésité à jouer ce match? Oh non, pas du tout. Non. Oh non. Non. J'attendais que ça. J'attendais que ça, pas mes parents par contre, mais Sans rester à la maison. c'est vrai que, mais même, je me rappelle que tous les joueurs de Lyonnais, ils attendaient que ça, et ils me disaient, oh là là, comment il va se faire siffler ce jour-là. Et moi, je chambrais beaucoup, tu vois. Et non, parce que j'aime ça, j'aime être confronté à ça, même si ça m'a touché. Il faut pas le. Pendant Je vais le pas match? montrer. Non, non, pas pendant le match. Mais avec du recul, parce que pendant le match, tu dois mettre tes sentiments de côté. Tu es obligé, et je suis un professionnel, ce qui n'est pas toujours Un match évident. important, en plus. Ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il faut avoir du caractère pour avoir ça. Mais je savais à quel accueil j'allais avoir. Et c'est vrai que c'était compliqué. Parce que moi, ça m'a touché après le match, parce que j'avais senti un peu de haine, j'avais senti que ça avait un petit peu débordé. Que ce soit dans les tribunes ou même sur le terrain, où j'avais pris énormément de coups. Mais c'était triste de voir ça, parce qu'en ayant tout donné, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de joueurs. Ils ont été à Marseille, ils sont partis gratuitement. Or que moi, je suis parti on m'a acheté pour rien, je suis quand même parti pour quelque chose. Donc il y a eu beaucoup de choses. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais triché. Mais c'est vrai que je me suis dit à la fin, mais en fait, ils m'ont donné autant d'amour comme ils m'ont donné autant de haine dans ce qu'ils ont fait. Ça me prouve l'amour qu'ils avaient pour moi. Et je me rappelle, j'avais des potes qui étaient au stade. Et puis moi, je me faisais insulter. Et c'est vrai qu'il y a un pote à moi, il lui dit, mais sincèrement, il vous a tout donné, pourquoi vous faites ça? Elle dit, mais c'est comme si ma femme me trompait avec mon meilleur ami. Elle dit, ah ouais, à ce point, il était vraiment kiffé, quoi. Donc, et c'est vrai que et derrière ça, ça m'a un petit peu... ça m'a un peu rassuré, parce que ça a prouvé que j'étais dans leur cœur. Et je les comprends un peu. Je les comprends qu'ils aient... Je comprends pas... Enfin, je peux comprendre leur déception, je peux comprendre des fois l'énervement, après que ça dépasse un certain cadre. Ça, je ne tolère pas. Mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça, et je l'ai accepté. Par contre, moi, j'ai toujours accepté mes choix. Et par contre, quand j'étais à Lyon, j'ai dit mon club de cœur, c'était toujours l'OM. J'ai toujours dit. Et ça aurait pu être pire, parce que dans ce match, on est à 85, 6e minute, je crois. Tu l'as, la balle de match. Enfin, elle n'est pas évidente à mettre, hein, mais tu as une volée que tu contrôles, que tu mets en pivot et qui fuit vraiment la lucarne, comme si elle y va, la balle. Et comme si, non, c'est pas possible. Il ne peut pas marquer. Je crois qu'il y a eu un aimant qui dit, bon, il ne faut pas qu'elle rentre, celle-là. Au moment où tu frappes, tu te dis, ah, si je marque, je pense que sincèrement, sur le moment, je ne calcule pas parce que je joue, mais je pense que c'est je pourrais dire, de toute façon, c'est la seule fois dans ma carrière que j'étais content que le ballon ne soit pas rentré. C'est fou de dire ça quand même. Mais parce que voilà, c'est mon histoire avec l'OM, c'est quelque chose d'incroyable, et même moi, ça m'a fait bizarre de jouer avec l'autre tunique, mais c'est comme ça. Qu'auraient fait ces mêmes personnes qui peut-être m'ont critiqué, ou peut-être qui ne comprennent pas encore toujours ce choix? Ils auraient fait quoi à ma place? C'est facile,
de parler comme ça. J'étais dans une situation, j'allais pas rester, si j'avais pas Lyon, j'allais pas rester en Russie, ça allait être compliqué. Je pouvais pas, j'allais plus être en équipe de France. Et je suis un joueur professionnel, et puis il y avait la Ligue des Champions, il y avait plein de choses. Tu as vécu des super moments à Lyon. Et comme j'ai dit, à Lyon, ça a été une première année un peu compliquée, mais ma deuxième année a été une de mes plus belles années en stats, on va dire. Donc, et je partais de loin à Lyon, parce que en tant que ma première année, mes soucis extrasportifs, et c'est vrai que j'ai eu des blessures. Et j'ai continué à forcer le destin, parce que je me dis toujours, dans tous les clubs que je suis passé, je me dis, je ne peux pas partir dans ce club tant que je ne réussis pas. Je ne peux pas me dire que les gens puissent penser, Mathieu Valbuena, il est venu, il n'a rien fait. Je ne peux pas me dire ça. Et je me suis toujours dit ça. Et même à la fin, et ça aussi, pour moi, ça a été une valeur, parce que pour moi, j'ai toujours eu une relation très particulière, et pour moi, les supporters, ça me galvanise. Et à la fin même, il y avait de la tristesse, des bas de gaune que je partais. Donc ça, pour moi, ça a été quelque chose d'incroyable. Et pour moi, tout ça, c'était une victoire. Est-ce que, je vais résumer, est-ce que ton meilleur moment à Lyon, c'est ce match face à la Roma en 2017 4-2 en Coupe d'Europe, et ton pire moment, peut-être l'Ajax, toujours en Coupe d'Europe? Ouais, la Coupe d'Europe, j'ai fait un parcours incroyable. Demi-finale. Mon pire souvenir, c'est bien sûr cette demi-finale, le retour. On fait un non-match à l'aller, où on perd 3-0, je mets le 3-1, donc c'est pas pareil, 3-1, donc tu n'as plus qu'à mettre 2-0 à la maison. Avant, le but à l'extérieur comptait double. Et juste après, on prend un 4e. Donc c'était un peu compliqué. Et le retour, on est à deux doigts de mettre le 4-1, quoi. C'est-à-dire que le fil du match, il a été simple. On prend un but d'entrée, donc il fallait en mettre 4. Et on met juste 2 buts, juste avant la mi-temps. 2-1. Guézal, il met le 3e. Et Cornet, il a la balle de... Maxence Cornet, il a la balle du 4e. Et on ne le met pas, l'arbitre siffle la fin. Et je me rappelle d'avoir eu des larmes, vraiment. Parce que tu joues quand même une finale de Coupe d'Europe. Et ça, c'était une grande déception. J'ai eu des bons moments contre la Roma. Très, très bons souvenirs. Voilà. Le 4-2. Très bon moment aussi contre Beşiktaş, là-bas. Penalty. Voilà, les pénaltys. Ouais, dans une ambiance incroyable. Et c'est vrai que même ma première année où j'ai joué des matchs, mais à la fin je jouais plus trop, mais on a quand même fini deuxième. C'était ça, deuxième. Et c'est vraiment, c'était des très bons moments. Je partais de très loin aussi, de Lyon. Et à force de courage, d'abnégation, de détermination, tout ce qui a fait le trait de ma carrière, j'ai réussi à retourner l'opinion de toutes ces personnes-là. Tu te mets combien sur 10 sur ton passage à Lyon? Je dirais que sur 10, je me mettrais un 6,5. 6,5. 7. Allez, on va dire un plus 7. J'ai mis les chiffres. Plus 7. Mais c'est vrai que voilà, c'était vraiment un super club avec un président incroyable. Franchement, voilà, je te dis que là, aujourd'hui, respect à ce président-là, c'est tout ce qu'il a fait pour le football. Et puis quand tu es là depuis de longues années, il a roulé sa bosse et il a toujours été derrière moi. Et franchement, il a toujours eu ce petit message, même comme ma fille aînée. C'était un moment où, dans une période difficile, et c'est vrai qu'il a toujours été là avec des mots très très sympas et puis un super président. On va s'intéresser à Mathieu Valbuena, le tacticien, sur ta vision du foot. Si tu devais me dessiner un peu le portrait robot du coach parfait, mais avec les entraîneurs que tu as eus, tous les entraîneurs, sélectionneurs, dans les Fenerbahçe, Moscou, tu devais me faire un peu un portrait robot. Alors pour le management, je prends lui, pour la tactique, je prends lui, pour la relation humaine, je prends lui, etc. Est-ce que tu saurais me faire ce portrait robot du coach idéal?
Euh, je pense que pour le relationnel, le jeu, l'affection qu'il avait pour ses joueurs, mais aussi le caractère qu'il avait, je pense que je mettrais Eric Gerrits. Dans toute, Il coche beaucoup de cages. Ouais, déjà, il y a beaucoup ouais, de... c'est vrai que Il reste plus lui, beaucoup de place, hein. il y a plus rien pour après. Non, mais c'est vrai que je pense, on va dire, pour le jeu, je mettrais Eric Gerrits. Pour le meneur d'hommes, pour la Grinta, je mettrais Deschamps. Ouais, pour la qualité des entraînements, je mettrais Laurent Blanc avec Gasset. J'ai beaucoup aimé aussi Eli Bob. Eli Bob, c'était quelqu'un qui mettait beaucoup d'énergie dans sa causerie et qui me faisait rire aussi, qui était beaucoup chambreur. Donc, il mettait beaucoup de fun, il mettait beaucoup dans tout ce qu'il faisait. Mais, et je me rappelle, avec lui, on avait fait quand même les 6 premiers matchs, 6 premières victoires. On avait fait le début en fanfare et donc on avait même fini deuxième. Donc voilà, et après, en tant que papa de tout le monde, je mettrais Albert Raymond, d'une gentillesse incroyable. T'as été un joueur éveillé à la tactique. Est-ce que tu appréciais le tableau noir, etc. Ou tu fais partie de ces joueurs créateurs à qui tu as envie qu'on foute la paix? Laisse-moi tranquille sur le terrain, mais est-ce que il y a la vision tactique individuelle, mais aussi cette vision tactique collective, de savoir comment doit fonctionner l'équipe pour que je sois Moi, le je me meilleur? rappelle quand on était à Marseille, dans toutes les causeries, que ce soit avec Eric Gerrits, que ce soit avec Didier Deschamps, que ce soit même avec Eli Bob, je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, beaucoup plus tactique. Alors peut-être que le football, il a évolué. Qu'avant, c'était plus des meneurs d'hommes, c'était plus qualité individuelle, mais ça jouait. Et Et toi, t'aimais on ça, est le tableau plus- noir? pas forcément. Pas forcément parce que j'aime bien sûr qu'il faut avoir une idée collective. Parce que des sommes d'individualité, mais s'il n'y a pas de collectif, ça ne sert à rien. Mais tu peux avoir des individualités avec des grosses personnalités et avoir de la grinta. C'est ce qu'a toujours fait Didier Deschamps. Didier Deschamps, on ne faisait pas des grands trucs tactiques avec lui, mais c'était un meneur d'hommes. Il nous a inculqué sa culture de la gagne. Et je peux te dire qu'on était remonté et je peux te dire qu'on était costaud. Et on ne faisait pas autant de tactique que ça. Et après, bien évidemment, il avait les individualités qui faisaient aussi la différence. Mais chacun faisait ce qu'il devait faire. Chacun son poste. Il n'y a pas un 6 qui s'inventait à faire des passes décisives. Le 6, il récupérait et après il donnait. Donc, Ouais, t'as pas connu Pep Guardiola, quoi. c'est vrai, mais après, peut-être aujourd'hui, on vit avec son temps, mais c'est vrai que c'est important d'avoir aussi une idée tactique, un collectif et un projet de jeu. Mais de ce que moi j'ai connu à Marseille, même avec Eric Gerrits, alors bien évidemment, je ne peux pas dire qu'on travaillait, on travaillait rien du tout. On travaillait, mais c'est vrai que ces causeries étaient plutôt basées sur un état d'esprit, sur une cohésion, et puis de jouer en mouvement. Et chose qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, on est un petit peu focalisé sur beaucoup sur la tactique. Alors, tu l'as dit, dans cette interview, ton premier coach marquant, c'est Eric Gerrits. Un bon coach, c'est aussi un coach qui arrive à faire des coups, que ce soit dans les matchs ou des coups tactiques, etc., ou des choix forts. Mais lui, son premier choix, c'est de te mettre titulaire à Liverpool. C'est un choix très fort. Tu te rappelles, tu parles dans ton livre d'une discussion veille de match, promenade, où il vient te voir et... Déjà, Eric Gerrits a été mis en place Après Albert Raymond, où Marseille est 19e. après Albert Raymond, où on perd ce dernier match où on est 19e. Et c'est vrai que... et je me rappelle parce qu'on perd ce match contre Saint-Etienne à la dernière minute. Et du coup, il met Eric Gerrits en place. Eric Gerrits, il a 3 jours pour faire une équipe.
3 jours. Et il nous parle pour nous dire bienvenue, présente Eric Guéretz. Sincèrement, je ne connais pas, même si ça a été un ancien joueur, mais je ne connaissais pas. Et du coup, il parle, il dit écoutez, sincèrement, j'ai 3 jours pour faire une équipe, les meilleurs joueront de ce que je vais voir, parce que j'en connais aucun. J'en connais qu'un, Djibril Cissé. D'accord. Ok. Donc, entraînement, 3 jours. Et c'est vrai que à la veille du match, ou non, le jour du match, quand on fait la promenade, il vient me voir, il me dit tu jouais où avant? Je lui dis à Libourne et tout. Il me dit mais tu jouais quoi ton poste et tout? Je lui ai dit 10, tu marquais des buts? Je lui dis ouais, j'ai marqué des buts et tout. Ce soir tu vas jouer 10. Il faut imaginer l'accent belge, évidemment. Voilà, c'est encore mieux. pas comme ça. Avec hein, l'accent belge, c'est encore mieux. Si lui il le fait, ça sera mieux que moi. Mais il me dit ça, donc quelque part, le grand Liverpool, aucun match de Ligue des Champions, même Coupe d'Europe dans les jambes. Un peu surpris, un peu même choqué, mais pas de peur, de l'insouciance. Et je me suis dit, t'as rien à perdre. De toute façon, au pire des cas, tu reviens sur le banc et puis c'est tout. J'ai toujours pris comme ça, moi. Quand on m'a donné ma chance, je l'ai toujours pris comme ça. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Le mieux, c'est de jouer libéré. Parce que si tu ne joues pas libéré, au final, au pire, ce qui peut t'arriver, tu te retrouveras sur un banc. Et il me dit, je vais débuter ce soir. Et je me rappelle, parce que j'avais appelé mon agent, j'avais dit, franchement, je joue ce soir. Et je joue ce match, et quand j'arrive dans le tunnel, quand je vois des Torres, des Steven Gerrard, tu vois. Et, Peter Crouch. Peter Crouch, il fait 2 mètres. J'ai dit, mais incroyable, quoi. Incroyable. J'ai un rêve, quoi. Il a un plan tactique avec toi. Il expliquait, je me suis surtout tombé dans la conférence de presse, il explique qu'il voulait que tu sois libre. En fait, il a voulu toujours que je me mette en 10, que je me balade partout, sur le front de l'attaque, avec Mamad, et de jouer libre. Il m'a dit, joue petit, parce que lui m'appelait petit. Et j'ai joué mon match, et c'est vrai que on était dans une situation très compliquée, et comme j'ai dit, il avait 3 jours pour faire une équipe. Et tout de suite, j'ai saisi cette opportunité-là. Alors, loin d'imaginer que je peux être le buteur, un but comme ça, gagner 1-0, là, ça aurait été une soirée parfaite, extraordinaire. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, tu as cette opportunité-là, saisis-la, parce que souvent, quand tu saisis ces opportunités-là, ça peut te lancer quelque chose, ça peut te lancer une carrière. Et c'est ce qui a été le cas. Parce que le but que tu marques à Liverpool, c'est du tableau noir, c'est une récupération haute. Une récupération haute. Tu es situé entre un peu les deux Lorik Sana, centraux. notre capitaine, qui était là, qui était le vrai guerrier de cette équipe, qui avait l'expérience. Et c'est vrai que c'est une récupération, et c'est Bolozenen qui me la donne. Et je me rappelle, après le match, il me dit franchement, tu ne marques pas parce que je suis là, je suis à côté. Hein. Tu vois, il me dit heureusement que tu me mets un but de fou. Hein. Et puis c'est vrai que quand je vois ce but, comme ça fait comme un flipper, ça boum boum, j'ai dit mais c'est pas possible. Et je me rappelle parce que ma soeur, elle était venue au stade là-bas parce qu'on Marseille invitait les familles, elle n'en croyait pas ses yeux. Et c'est vrai que. Même toi, quand tu marques la célébration, tu mais sais moi, pas la trop ce semaine, que tu fais, sais quoi. pas, tu sais pas, tu te dis mais où je suis, qu'est-ce que je fais ça, j'enlève le maillot, pas j'enlève le maillot. Donc et c'était mon moment, et c'était incroyable, quoi. Moi, j'ai eu chaud parce que quand je suis sorti dernière minute, Torres il met le poteau. Moi, je me suis dit, il va pas tuer ma soirée quand même. Oui, parce que s'il y a pas victoire, le but, on l'oublie pas, mais c'est pas pareil. On l'oublie pas, mais c'est pas le premier club français qui aura gagné là-bas, quoi. Il y a un homme aussi, Dominique Cuperli, il travaille avec Eric Guéretz. Lui est très important aussi. Ouais. Techniquement, tactiquement, je suis retombé sur des choses, et ça fait partie de ces hommes de l'ombre. Je pense que ça a été l'homme pour moi, celui qui était un des plus importants, parce que en tant qu'adjoint d'Eric Guéretz, et en tant que comment il nous faisait travailler, d'un professionnel incroyable, il prenait son métier à cœur, c'était incroyable.
et d'une belle personne, d'une très très belle personne. Et il nous faisait toujours du jeu. C'est lui qui stimulait tactiquement le groupe? Il avait des expressions, des fois en allemand, il parlait toutes les langues. C'était impressionnant. C'était impressionnant et d'une personne incroyable. Et c'est vrai que il était apprécié par tous les joueurs. Il était apprécié par tous les joueurs. Tu étais destiné plutôt à jouer ailier dans ta carrière. C'est vrai que Didier Tolo te met 10. J'ai joué on va dire, à tous les postes. Parce qu'à Lyon, on en reviendra juste À après. gauche. À Lyon, tu joues à gauche. Marseille, 10 et 10 droite. ouais. Il est droit. Deschamps, il évolue en 4-3-3. C'est pour Mais ça. j'étais libre. Ouais. J'étais commencé à gauche, Mm. mais comme on jouait dans un 4-3-3, qui était souvent Matuidi dans le milieu à 3, je pouvais dézonner parce que Matuidi pouvait couvrir mon couloir. Tu sentais que tu faisais des concessions ou pas? Pour pouvoir jouer justement. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu aimes faire. Ben, En gros, pour moi, si je j'ai me pas suis le choix, toujours. je suis obligé de jouer ailier. Pour moi, je me est-ce suis- que ça te fait chier? Non, mais si Non. je reste pas cantonné sur un côté, non. Parce que D'accord. je ne peux pas rester cantonné sur un côté. Mais à un moment donné, il faut aussi pas penser que toi, il faut trouver aussi un équilibre d'équipe. J'ai commencé sur un côté et j'ai été repositionné en numéro 10 avec Eric Guéretz. J'ai été remis sur un côté avec Didier Deschamps dans un 4-3 parce que lui, c'était un 4-3. Ça bouge pas. Et on gagnait comme ça. Donc, et je jouais sur le côté droit par contre. Et chose que Mamad lui préférait, et je me rappelle quand je suis arrivé, je me rappelle C'est bien. quand je suis arrivé moi ma première année, Mamad préférait jouer à gauche et Ribéry préférait jouer à gauche. Personne ne voulait aller à droite. Donc à un moment donné, il fallait faire une concession. Il fallait qu'un des deux. Donc Mamad, des fois, allait jouer à droite. Donc, parce que Ribéry voulait préférer jouer à gauche. Et c'est vrai que avec Deschamps, j'ai été mis sur un côté, mais j'avais beaucoup de liberté. Et c'est vrai que j'ai retrouvé ça en équipe de France où on évoluait souvent en 4-3-3, où il m'avait dit, écoute, franchement, tu peux dézonner, aucun problème, on joue dans un 4-3-3, tu as de la liberté. J'avais aucun... Donc, bien sûr, je n'étais pas à avoir d'effort, donc si je pouvais aider, je le faisais. Mais j'avais énormément de liberté avec lui. À Lyon, tu joues à gauche Ouais. et c'est là où tu as le plus de stats. Est-ce que on a manqué quelque chose avec toi? Ou ça te plaisait de jouer à gauche je pense que... Ou c'est une coïncidence? Je pense que sincèrement, ce qui m'a manqué dans ma carrière, c'est que j'aurais pu être beaucoup plus décisif et buteur surtout. Je pense que c'est ce qui m'a manqué, il faut être honnête. Et c'est ce qui aussi m'a pas permis peut-être aussi d'avoir des grands clubs européens ou de ne pas avoir pu évoluer. Je pense que je pouvais avoir le niveau, c'est aussi des opportunités à avoir. Quand tu es dedans aussi, après, ben, je n'aurais pas lâché aussi non plus. Mais je pense que mes statistiques, on va dire, en termes de but, parce que je suis quand même quelqu'un d'adroit devant le but, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais souvent, je m'éparpillais beaucoup pour créer du jeu, pour avoir le ballon, que des fois, je n'ai pas toujours été à la réception de certains centres ou d'être à la finition. Mais c'est vrai que à Lyon, où je suis resté un peu plus, pas cantonné, mais resté un peu plus sur ma position à gauche, parce qu'autrement, mon arrière-gauche il commençait à me tirer les oreilles, qui était Jérémy Morel. Donc, et c'est vrai que oui, j'ai eu beaucoup de stats. Tu rentres j'ai eu sur le beaucoup pied de stats, droit. tu rentres sur le pied droit. Et, Notamment contre l'OM. voilà, contre l'OM. Et mon but aussi contre Paris, ou quand j'étais rentré à la mi-temps. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de stats. Après, c'est la maturité c'est la maturité, ça, qui te fait. Le prime de Mathieu Valbuena, pour toi, c'était quand? C'est-à-dire Là où tu te sentais, pas intouchable, mais tu disais tu rentrais sur le terrain, c'est là où tu te sens ta meilleure période où tu te sentais le plus épanoui en tant que footballeur. C'est vrai que
Il y en a eu plusieurs. Je pense qu'il y a eu les années Eric Guéretz, où je me sentais super bien. Je me sentais aussi, tu sais, souvent, j'ai besoin, je pense comme beaucoup de joueurs, j'ai besoin de me sentir aimé, j'ai besoin de me sentir, des fois, toujours un peu me cajoler un petit peu. Il ne faut pas me faire de cadeaux, parce qu'il ne m'a jamais fait de cadeaux. Mais là, je me suis senti très bien. Et je me suis senti aussi très bien dans la première année des Champs qu'on a été champion de France. Là, je me suis senti, parce que même quand tu vois mon première cape avec l'équipe de France, un de mes premiers ballons, peut-être pas mon premier, mais je me mets sur mon pied droit, je frappe, elle va directement. Je me suis senti vraiment pousser des ailes et je me suis senti vraiment très très bien. Et j'ai eu cette période aussi de la Coupe du Monde au Brésil, parce que je me suis senti en confiance incroyable. Et je ne me posais vraiment pas de questions. Je ne me suis jamais trop posé de questions dans le foot. Mais alors des fois, ça a pu trotter. Il ne faut pas se croire que j'étais intouchable du tout. Mais c'est vrai que cette Coupe du Monde au Brésil, ça a été un moment, je pense, une des meilleures de ma carrière. France-Allemagne. Ma plus grande déception aussi. Je peux t'en mettre plusieurs déceptions, mais comme j'ai dit en club, mais en Équipe de France. c'est un gros échec pour moi. Un gros échec pour moi de ne pas avoir gagné quelque chose pour mon pays. Parce que malgré 52 sélections, j'ai été quand même régulièrement décisif en équipe de France. Mais comme j'ai dit, gagner quelque chose pour son pays, je ne pourrais jamais savoir ce que c'est. Et pourtant, j'ai vécu des émotions, parce que j'ai vécu des émotions, le retour de l'Ukraine, où je ne joue pas l'aller, je joue le retour, un stade en fusion. J'ai connu des émotions incroyables, mais gagner des titres avec son pays, c'est un gros échec pour moi, l'équipe de France. Et voilà, mais ça fait partie de la carrière. Les minutes qui suivent ce France-Allemagne en 2014 dans le vestiaire, etc. Catastrophe, Pour tout le monde. Ouais. Ouais, parce que tu fais une coupe. Tu sais très bien en plus comment ça s'est passé. L'équipe de France n'était pas dans une. T'es pas favorite de ce Pas mondial. du tout, et surtout, elle avait une mauvaise image. Bien sûr. Après 2010, on va pas revenir sur l'histoire du bus, une image désastreuse, catastrophique. Et tu joues une Coupe du Monde au Brésil, où tu passes à la limite de ne pas jouer la Coupe du Monde, parce que tu te qualifies contre l'Ukraine, mais tu perds quand même 2-0 à l'aller. Donc je pense que ça nous a galvanisés. Je pense que ça a été la période, ça a été le match déclic du renouveau de l'équipe de France. Depuis que Deschamps est arrivé, ce retour contre l'Ukraine. Et derrière, ça a été, quand tu joues une Coupe du Monde dans le pays du football au Brésil, voilà, c'est une chance incroyable. Et c'est vrai qu'on y croyait fort, parce qu'on voulait aller au bout. Tu sentais qu'il y avait mieux à faire face à l'Allemagne? Ouais, bien sûr. Il a manqué quoi? On a les occasions quand tu tombes contre un Neuer qui est à l'apogée de sa carrière, qui était incroyable. Et c'est vrai que il nous a manqué ce petit truc, ce petit brin de réussite qui c'était dommage. En plus, on avait joué ce match, il faisait hyper chaud, je me rappelle, c'était un début d'après-midi. Bon, c'est pour les deux équipes, puis on prend un but, on sait très bien qu'ils sont forts dans les coups de pied arrêtés. On prend un but par Hummels au bout de 15-20 minutes de jeu, je crois. Bon, tu cours derrière, or qu'on faisait un début de match vraiment super et tout, et puis après on a poussé, et puis on voit que ce rêve-là, tu te dis déjà, faire une Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde, c'est tous les 4 ans, la Coupe du Monde, c'est pas tous les ans. Et donc, pour un footballeur, c'est ça, c'est Champions League, Coupe du Monde. Tu peux dire ce que tu veux, c'est ce qui te procure des émotions incroyables. Et du coup, quand tu vois que ce rêve, voilà, le match est fini, il y a eu des pleurs, il y a eu des pleurs de Rio, il y a eu des pleurs de Griezmann. Moi aussi, tu te dis, mais peut-être c'est la dernière, quoi. Donc du coup, ça a été une grande, grande, grande déception, vraiment. Tu as connu Laurent Blanc aussi en équipe de France. Pour le grand public, bon, il y a cet échec à l'Euro, etc. Mais c'est quand même une période où l'équipe de France a produit
très beau jeu. Tu as des bons souvenirs de Laurent Blanc en équipe de France? Oui, oui, parce que je me rappelle avant qu'on fasse l'Euro, en Ukraine, c'était en Ukraine et Pologne. Tu joues pas Enfin, Mais c'est tu vrai, y es, mais tu es sur le banc, quoi. mais je fais toutes les qualifs. Ouais. Et je joue pratiquement beaucoup de matchs dans les qualifs. Je joues suis pas dans- important et je marche, je suis décisif. Et là, pas compris. Et je lui ai posé la question à Laurent Blanc. Pendant l'Euro? Non, non, après. Après? J'ai pas compris parce que j'entretiens des bonnes relations avec lui. Mais j'ai pas compris parce que pas joué une minute. On était les seuls avec Matuidi et moi, on n'avait pas joué une Tu vois, minute. c'est vrai que tu fais jusqu'à l'Espagne, c'était sur le banc. Pas 0 minutes. 0 minute et qu'on a eu des difficultés. On a eu des difficultés, on n'avait pas fait un superbe Euro. Pourtant, on avait la qualité, on avait des super joueurs. Et je pense qu'il a commis une erreur. Il s'est dit, mais voilà, j'ai fait une erreur avec Mathieu parce qu'il m'a toujours été bon, il a toujours été performant. Mais il a eu des choix, il les a faits, il les a assumés. Et c'est vrai que j'avais une grande déception parce que on n'est jamais content d'être sur le banc et surtout de ne pas jouer une minute. Et moi, quand je suis en colère un petit peu, j'ai du mal à ne pas le montrer. Et c'est vrai que je suis parti en vacances comme ça, mais j'étais vraiment dégoûté parce que quand tu fais un Euro, tu veux aider l'équipe. Et c'est surtout que j'avais joué tous les matchs de qualif et même les matchs amicaux et tout ça que j'avais fait, j'avais été bien. J'avais marqué contre l'Allemagne. J'ai pas compris. Pas compris, pour moi, c'est un grand mystère. Ce France-Espagne, est-ce que le groupe, et toi tu étais sur le banc, il comprend un peu ce que veut mettre en place Laurent Blanc ou il est un peu perdu? Parce que ce match, on a l'impression que c'est un gros raté de Laurent Blanc. C'est lui qui a été le premier incriminé sur ce France-Espagne. Toi, comment tu as ressenti ce qui s'est passé sur le terrain? On avait l'impression d'un monde d'écart entre les deux équipes, sincèrement, sur ce match entre la France et l'Espagne. Bah ça, c'est vrai que déjà, dans notre composition d'équipe, on a tout de suite démontré qu'on avait eu peur. Parce que je me rappelle le jour du match, dans notre camp de base, il nous convoque tous et il nous met, on va sur un terrain synthétique et il met des plots, Laurent Blanc il met des plots, il dit voilà on va jouer comme ça. Tac, 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 tac. Et il fait jouer, je me rappelle, c'est Bakary Sagna et Réveiller arrière droit. C'est ça, il fait jouer 2 arrières droits ou je sais plus, il fait jouer milieu droit, il fait jouer un arrière droit. Et puis on n'a pas compris quoi. On s'est dit mais déjà on démontre que on a peur bon, on sait très bien contre qui on tombe, hein, mais je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire et c'était une grande déception parce qu'on n'a pas vu le jour. Pas vu le jour. Franchement. Donc voilà, il y avait quand même beaucoup de tension déjà un peu dans le groupe. 11 octobre 2015, Danemark-France. Quand tu remplaces Griezmann, est-ce que tu sais ou est-ce que tu penses que c'est tes dernières minutes avec l'équipe de France? Jamais. Jamais? Pourquoi? Comment je peux dire ça alors que je suis entre guillemets, on va dire un des cadres de l'équipe, toujours été bon, performant, décisif aussi. Donc je me rappelle de ce match parce que Tu remplaces Griezmann. voilà, je remplace Griezmann. Or que 3-4 jours avant, on avait joué déjà un match où j'avais joué titulaire. Il faisait souvent ça, Didier Deschamps. Et non, c'est loin d'imaginer que c'est mon dernier match. Donc c'est comme ça. Je vais citer plusieurs matchs. Liverpool, Dortmund, Marseille-Caen, ce 6-1. Ouais. Bon, les buts que tu mets. Ouais. Costa Rica, Moscou. Le point commun de toutes ces équipes, c'est le but que tu mets. Cette frappe enroulée du droit, ce travail que tu as cette technique de frappe, alors que tu choses du 40. Ouais, ça veut rien dire. Mais tu l'as travaillé ça justement?
Ouais, parce que souvent, après les entraînements, j'aime bien travailler. Je me dis toujours que c'est important de toujours avoir cette, comment te dire, cette faculté à toujours, si tu t'entraînes, à toujours avoir le geste. Et bah, si tu arrives en match, bah, si tu le travailles, bah, c'est très important de répéter ces gammes-là. Et c'est vrai que j'en ai marqué des pas mal, j'en ai marqué beaucoup. Mais c'est vrai, oui, après des fois les entraînements, je reste 10 minutes, un quart d'heure pour continuer à travailler devant le but. Le plus beau pour toi? Celui de Caen, il est Le spectaculaire. plus beau, je pense que le contrôle orienté contre Caen et la frappe, elle est quoi, de 30 mètres à peu près? Ouais, 25, 30? ouais, minimum 30, je pense. 30. Donc après, Qu'elle monte vraiment il avait été élu plus beau but aussi, je me rappelle la saison. de la Parce qu'à un saison. moment, le ballon, il est sur la bonne mer quand même. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, je pense que si je devrais résumer, oui, ce but-là, c'est un des plus beaux. Ouais. Parce que et Dortmund, tu as la frappe, le petit rebond chanceux, Le petit rebond qui fait il y a le dribble avant. le dribble avant. Quand tu rentres, tu En veux fait- faire la différence. En fait, je suis très énervé dans ce match-là parce que je joue pas dans un match qui est important. On a toujours aussi envie de jouer. Et, mais en fait, quand je montre mon mécontentement, ça a toujours été tout ça dans ma carrière. Mais c'est un mécontentement qui se transforme en positif pour moi. Parce que souvent, quand tu n'es pas content, des fois tu peux rentrer, mais tellement que tu n'es pas content, tu ne fais pas les efforts pour. Mais moi, ça n'a pas été ça. Je ne suis pas content, mais je vais te montrer que tu auras besoin de moi et que tu vas me mettre le prochain match. Donc sur Mais la- c'est pas qu'une question de, tu veux y aller tout seul pour marquer mon but. C'est pas ça. Parce que j'ai toujours dit dans ma carrière, j'ai toujours préféré donner que marquer. Là, sur l'action, tu veux pas aller au but? Ah si. Ah, là, ouais, ok. Là, j'ai dit, je sais très bien la situation où on est. Déjà, on perd 2-0. On perdait 2-0. On marque ce but juste avant la mi-temps qui nous fait du bien. Après, derrière, il y a ce 2-2. Et moi, je sais que quand je rentre, j'ai dit, écoute, il est qu'à la 89e minute. Je sais que si on marque, j'ai dit, c'est pas grave, je perds le ballon, c'est pas grave. J'y vais tout seul, vous ne me verrez plus, je vais tirer. Or que je ne suis pas en position de tirer au départ. Mais j'ai dit, je vais dribbler. Dès que j'ai la possibilité de frapper, je le frappe, je marque. Enfin, je marque. Je vais pour aller tout seul. Peut-être je vais le perdre le ballon. Mais j'ai dit, là, plus personne ne va revoir le ballon. Parce que j'avais tellement une rage. Non mais vraiment, je te jure, j'avais vraiment une rage que je me suis dit, franchement, je trouvais ça un petit peu, des fois, un peu injuste. Mais aussi, peut-être aussi les entraîneurs, ils avaient raison. C'est aussi pour, des fois, peut-être me piquer, pour aussi me faire réagir. Et ça aussi, je peux comprendre. Et sur cette action-là, j'ai dit, voilà, 89e, on n'a plus rien à perdre. On doit marquer pour aller en Ligue des Champions. Et j'ai dit, ouais, je vais tout seul. Et si vous me demandez le ballon, alors là, on ne l'aurait pas. Je vais tirer. Et ça s'est avéré que j'ai marqué ce but. Donc, et j'étais vraiment super heureux, quoi. Super heureux. Et puis après, j'ai oublié tous mes tracas. Et puis voilà, c'est reparti. La prépa mentale est quelque chose de très important pour les joueurs. Tu t'es fait aider pour cette prépa mentale tout au long de ta carrière? Franchement. Ou tu étais seul avec Seul. toi-même? J'ai jamais, même dans mes périodes. Il faut appeler la science alors, avec tout ce que tu as connu. Ouais, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup endurci, mais c'est vrai que dans des moments, j'ai hésité, dans des moments où ça a été compliqué, parce que quand j'ai été à Lyon, j'ai eu tout d'un coup. J'ai eu tout d'un coup dans le sens que chez ce retour à Marseille, où c'était compliqué, à Lyon, c'était aussi compliqué parce que je n'étais pas trop bien de vie, j'ai eu mes problèmes extrasportifs. J'ai eu la naissance de la petite, j'ai eu mes blessures, j'ai eu tout qui s'est accumulé un peu au même moment. Et c'est vrai que j'ai eu une période où je n'étais pas très bien dans ma tête, ce qui peut être compréhensible. Mais ce qui a fait ma force, c'est que pour moi, d'être sur un rectangle vert me permettait d'oublier tous mes problèmes. Pour moi, parce que pour moi, le foot, c'est un jeu. Le foot, c'est un plaisir. Et j'ai toujours été à l'entraînement ou à des matchs pour le plaisir. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé.
c'est ma passion envers le football. Et c'est vrai que mon ancien agent, qui était Jean-Pierre Bernès, m'avait demandé est-ce que tu veux pas qu'on appelle quelqu'un pour parler de choses que tu as envie, et parce que des fois les blessures elles ne viennent pas par hasard. Et j'ai longtemps hésité, mais il me disait que c'était pas une marque de faiblesse de parler à des personnes ou de pouvoir se faire aider, de pouvoir parler aussi. Et je lui avais dit, écoute, franchement, merci pour cette aide-là, mais je veux parler à personne, je parle à ma famille, je parle à des gens avec qui j'ai envie de parler. Et je rebondirai comme je l'ai toujours fait. Et c'est vrai que et quand j'arrivais à Lyon, je me rappelle, Alex, il avait eu un mot pour moi, il m'avait dit « Putain, mais Mathieu, comment tu fais ?» Il m'avait toujours dit ça. Je lui ai dit bah, « Comment je fais, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être ma faculté à passer au-dessus. Et je pense que ce qui me permet de pouvoir passer tout le temps au-dessus, c'est le football, tout simplement. C'est-à-dire jouer au foot, prendre du plaisir. Et parce que c'est ça le but, c'est prendre du plaisir. Tu ne prends pas de plaisir, t'arrêtes. Et c'est ça qui m'a permis de m'évader et puis de jamais regarder derrière. Alors je ne dis pas que des fois, ça m'est arrivé de pleurer, ça m'est arrivé tout seul. Hein. Mais ça fait partie de la vie. Si une carrière de foot ou même dans une vie, si tout était rose, ce serait trop facile. T'as peur que tout s'arrête? Ouais. T'as peur de ce moment-là? C'est pas encore. Non, pas encore, on verra. Mais bon, oui. On le sait très bien, hein, c'est un moment qu'on redoute, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, hein, mais bon, moi je me dis que le plus tard possible, bien évidemment, mais après, c'est la vie qui veut ça, hein, c'est la vie qui veut ça, mais c'est un moment que je redoute, bien évidemment, mais c'est après, on prend du plaisir, c'est le plus important, et de continuer à... Je pense qu'à un moment donné, tant que tu es bien dans tes baskets, quand tu te sens bien physiquement, je ne vois pas pourquoi tu continuerais pas. Mais on sait très bien qu'il y a une fin. Et cette fin-là, oui, je la redoute, bien évidemment, mais tout le monde est passé par là, hein, tu le sais. Hein. Donc Merci. voilà. Merci beaucoup, Ouais, Mathieu. avec plaisir. J'espère que tu as pris du plaisir, mais c'était super. un vrai privilège de parler Avec plaisir, moi aussi. avec toi. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mathieu. Started out with nothing, now I'm big. Yeah, they try to stop me, find a way. Didn't have a lie, now we're drinking champagne. Vision 2020, been a party all day. After everything we've been through, you know that we deserve to have a good time.